Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un nouveau podcast ? Ça s'appelle We Love Série et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois, et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Pour la collection du moment, on s'intéresse à Game of Thrones. Notez bien, We Love Série, tous les mardis. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Yannick. Salut. Stéphane. Salut. Julien. Bonjour. Et Julien. Salut. Ouais, je l'ai fait exprès, il y a deux Julien. À la technique, celui qui va avoir le double de travail, vu que l'émission dure 2 fois plus longtemps aujourd'hui. Bonsoir Alain. Salut. Et on remercie Latex pour l'habillage sonore. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial. Le planning des enregistrements affichait déjà complet, mais on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de la grosse sortie d'ici du moment. On a donc décidé de vous proposer cette émission bonus qui sera plus longue que d'habitude pour revenir en détail sur Justice League The Snyder Cut. Dans le cas improbable où vous seriez passé à côté, Justice League, c'est la 5e production de l'univers cinématographique DC, le fameux DCEU. Il fait suite au film Man of Steel, Batman contre Superman, Suicide Squad et Wonder Woman. On y retrouve Superman, Batman, Wonder Woman, mais aussi d'autres super-héros qui n'avaient pas encore été introduits jusqu'ici, comme Cyborg, ou qui étaient seulement apparus sous forme de caméos comme Aquaman et Flash. Cette nouvelle version, c'est celle que souhaitait Zack Snyder. Il avait quitté la production après la fin du tournage suite au décès de sa fille. Warner avait alors embauché Joss Whedon pour prendre le relais et relancer le tournage. Le studio imposa à Whedon de modifier la quasi-totalité du film et de le faire durer moins de 2 heures, coupant la majeure partie du travail de Snyder. Côté porte-monnaie, avec un budget d'environ 300 millions de dollars, Justice League est l'un des plus chers films jamais produits. Malgré plus de 650 millions de dollars de recettes, le film s'est avéré être un semi-échec pour un blockbuster de ce type. Alors, cette version Director's Cut, qu'est-ce qu'elle rattrape les choses ? Qu'en pensent nos chroniqueurs ? Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ? Julien, on va commencer par toi. Monstre. Monstre. 20. Moi, je vais dire surcompensation. Moi, je veux dire boîte de Pandore. Et petit. Petit. Bon, je pense que ça va fighter ici. Julien, est-ce que tu es prêt à relever ce défi ? Pas vraiment, mais on va voir, on va essayer. Hein. T'inquiète pas, tu n'es pas tout seul. C'est parti. Alors, est-ce que tu veux ouvrir le bal ? Est-ce que tu veux nous donner ton avis un petit peu plus détaillé ? Allons-y, je suis un défendeur du cinéma de Snyder et depuis longtemps, en fait, depuis le tout début. Et j'ai choisi le mot monstre parce que c'est un monstre dans tous les sens du terme. C'est un monstre par sa durée, c'est un monstre par son format, c'est un monstre par son budget, c'est aussi un monstre par le dérèglement total des studios d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, on avait un film qui était terminé, qui était en pleine post-prod, qui a été totalement massacré. Et vraiment totalement, comme tu l'as très bien rappelé, quoi. On est passé donc d'un cut qui est peut-être pas obligé de faire 4 heures, mais en tout cas qui est beaucoup plus conséquent que ce qu'on a vu, et qui a été réduit à 2 heures en dépit du bon sens. Puisqu'on a essayé de coller à un style qui est celui de Zack Snyder, qui a un style particulier, à celui de Joss Whedon, qui a un style peut-être pas aux antipodes, mais pas loin. Donc on a un film qui se fait la gueule, qui fait la gueule à lui-même pendant 2 heures, ce qui est invraisemblable. Et on voit, en voyant la version de Zack Snyder, on voit bel et bien qu'ils ont enlevé des scènes pour les remplacer par d'autres qui sont très loin d'être meilleures
mais qui surtout rajoute du bruit en plus sur ce qu'est le film. Puisque le film globalement est une suite, alors on va pas se mentir, c'est une suite vraiment thématique et dans toute l'approche de Batman et Superman, donc ceux qui n'aiment pas le style Snyder vont certainement pas changer d'avis avec celui-là, puisque c'est le film le plus... c'est pas forcément son film le plus snyderien, mais c'est le film où il a eu le plus les coups des franches. Parfois à défaut, c'est-à-dire que... comme je vous le dis, moi, à mon sens, le film ne mérite pas nécessairement de durer 4 heures, et on sent qu'il y a aussi de la complaisance et de l'envie de dire maintenant que j'ai les coups des franches, je vais tout donner, je vais tout mettre. Et il y a des fois où on se dit, ça, même ceux qui aiment le film, je pense qu'il y a des fois où ils se disent, ça, franchement, t'aurais pu l'enlever, ça, t'aurais pu le raccourcir. Même si je trouve que le film passe étonnamment bien pour 4 heures, parce que c'est quand même un format auquel on n'est pas habitué. En ce qui me concerne, je l'ai regardé en une seule fois. Je trouve que ça passe étonnamment bien, mais je me dis globalement que le cut en salle, c'est invraisemblable de sortir un film de 4 heures. Je crois que la dernière fois que c'est arrivé, corrigez-moi si je me trompe, mais je dirais que c'est le Kenneth Branagh sur Hamlet qui faisait que c'est 4 heures. Non, il y a un film, c'est un réalisateur philippin, je crois, non, c'est ça, qui fait des films justement comme ça, qui durent des plombes et des plombes. Mais c'est vrai que ça reste exceptionnel, quoi. Mais du coup, ça sort plus de 4 heures, ça sort en salle. Ouais. Ça sort en salle. Après, c'est une copie de copie, quoi. Son nom m'échappe, je suis pas du tout un spécialiste du gars. Mais c'est des films qui durent 5-6 heures, quoi. Oh la vache. Et donc là, effectivement, on a un cut de 4 heures, donc c'était pour un blockbuster invraisemblable. Ça fait pas assez de sorties, de séances par jour, donc le studio est pas content. On aurait pu pousser à un cut peut-être à 3 heures, mais même comme ça, je pense que le film n'aurait pas été complet. Il a besoin d'au moins 3h30 pour raconter tout ce qu'il a à raconter. En ce qui me concerne, je trouve qu'il le fait excessivement bien. Et nous allons arriver donc au moment où les autres vont vouloir réagir. Mais non, au contraire, moi j'ai envie de savoir exactement ce que t'as retenu du film thématiquement, ce qui te plaît par exemple dans la mise en scène et tout. Pour moi, c'est intriguant, effectivement. Moi, je trouve le film imbitable, mais du coup, c'est intéressant de savoir ce que t'en retiens en fait de ce truc. Moi, j'ai toujours été intéressé par l'aspect visuel, ça c'est vrai. Bon, c'est comme on l'a dit hors antenne, c'est quelque chose de très personnel. Ce que moi je trouve beau, d'autres trouvent ça moche et inversement. Mais moi je trouve qu'il a un vrai sens du cadre et un vrai sens de l'iconisation. On lui reproche énormément ses ralentis, ce que je peux comprendre. Mais d'un autre côté, l'iconisation et le ralenti, ça fonctionne très bien ensemble. Et s'il y a bien un film s'il y a bien un genre de film qui a besoin d'iconiser, c'est bien le genre du film de super-héros. Donc moi qui suis un lecteur de comics moyen, je lis pas des comics tous les mois, mais bon, j'ai lu les grands classiques. Cette iconisation me plaît énormément. Ensuite, j'aime le fait que chacun de ces personnages a en général un arc narratif qui est plutôt, à mon sens, plutôt clair. Alors, ce ne sont pas des arcs narratifs complexes, on est quand même sur un film comic book, mais j'ai des arcs narratifs à chaque fois. J'ai effectivement Aquaman qui doit faire la paix avec sa double origine. On a Wonder Woman qui doit se réconcilier avec l'humanité, donc il y a une suite thématique de BVS, Batman vs Superman. On a Cyborg qui en fait regroupe quasiment tous les arcs des autres, c'est-à-dire que lui il doit refaire la paix avec qui il est, il doit refaire la paix avec ses deux origines qui sont celles du robot et celle humain. On a un personnage qui petit à petit va réapprendre à devenir humain. On a la constitution d'une équipe que je trouve très efficace, puisque ce sont des gens qui apprennent petit à petit à travailler ensemble, et on voit bien qu'au début ils n'y arrivent pas et qu'à la fin ils y arrivent super. On a pour moi des scènes super héroïques, ce qui compte quand même, qui sont absolument formidables. Je vais pas trop spoiler, je sais que d'habitude on spoil beaucoup sur cette... On va spoiler. On part du principe en fait que les gens ont vu le film, donc tu peux y aller. Moi, en ce qui me concerne, la scène finale de Flash, je la trouve absolument incroyable. Mais vraiment, je vis un moment où je sais que ça va vous paraître bizarre et probablement ridicule, mais moi c'est un moment où j'ai des frissons, vraiment, parce que je trouve qu'il y a... c'est une scène qui vient de George Miller apparemment. Ah ouais? Du Justice League de George Miller. Ouais. Non, ça je savais pas. Puis c'est fondamentalement un hommage c'est presque un hommage au Superman de Donner aussi, hein. Puisque globalement c'est la même idée, hein. C'est de dire on remonte le temps pour réparer quelque chose. Ouais. Moi, j'aurais dit que c'était une pompe, mais bon. Vas-y, je te laisse terminer. Sur le côté iconique, par contre, je voulais du coup rebondir sur un truc, c'est que du coup, t'as pensé quoi du format en fait du film? Parce que c'est peut-être un truc dont il faut parler assez tôt en fait dans le podcast, non, Clément? Je vais pas me suppléer à ton rôle, mais le truc c'est que c'est pas un film d'habitude. Ces films-là, il y a une norme en fait, qui est que ces films-là, ils sont tous en 2.35. Quoi. Ce qui moi me saoule. C'est-à-dire que je sais pas que j'aime pas le 2.35, j'adore le 2.35, j'aime surtout l'anamorphique en fait, mais
Mais je vois pas pourquoi il y aurait une norme comme ça qui impose que quand t'as une grosse prod, t'as du 2,35. Je n'ai jamais compris ça m'agace au plus haut point. Et là, en fait, comme le film était supposé être en IMAX, alors que c'est de l'IMAX gonflé la plupart du temps, mais il s'est quand même tourné en 35, et aussi avec des caméras IMAX. On se retrouve avec un format aussi, ils vont jusqu'à respecter donc le format de Snyder, qui est un format beaucoup plus carré. Alors, j'ai plus le ratio en tête. Je crois qu'il est vraiment sorti en 1,33. Ouais, c'est un 33. Ouais. Et le truc, c'est que justement, je te parlais de ça parce que je trouve que du coup, tu as un rapport au personnage qui est atypique. C'est-à-dire que notamment quand ils occupent l'écran, ils occupent, je pense au visage, ou même quand ils sont en pied, ils occupent la totalité en fait de l'écran. Là où quand tu as un format de 35, en général, c'est plus flottant. C'est-à-dire que tu as un visage d'un côté qui doit être habillé de l'autre. Tu as de l'espace négatif, comme on dit dans les trucs de cadre, en fait, quoi. Mais je voudrais avoir justement ton avis en fait là-dessus, parce que c'est atypique. Même Snyder, je suis pas sûr qu'il Snyder, c'est son premier. Je crois que quasiment tous ses films sont en d'ailleurs, tous ces films sont en scope. Ouais, c'est ça, Justice League, le précédent, celui quand on ne savait pas encore ce qui s'était passé, était en 1,85. C'était déjà le premier. Donc là, effectivement, moi, je suis comme toi, j'adore le 2,35. Donc je m'attendais à avoir du 2,35. Maintenant, j'ai vu que ça a fait réagir beaucoup de gens qui sont à la limite de faire une crise parce qu'ils ont des bords noirs sur l'écran. Fondamentalement, moi, c'est un choix de cinéaste. Après, à partir du moment moi, je suis content de voir un format carré, en fait. Il faut que je... Puis, je voudrais juste rappeler à tous ceux qui pensent qu'avoir des bandes noires sur l'écran, c'est le pire truc qu'ils aient jamais vu de leur vie, que le film qui est considéré comme le plus grand film de tous les temps, pas par moi, mais par tout le monde, il est en 1,33, c'est Citizen Kane. Donc, fondamentalement, le format d'un film... Là, tu viens de comparer... Non, mais en fait, je te parlais de ça, Julien, parce que justement, t'as un rapport, encore une fois, c'est pour abonder dans ton sens, en fait, avant qu'on défonce le film. Et c'est parce qu'en fait, t'as un rapport, justement, tu parlais de cette recherche d'iconiser le machin et tout, et je trouve que si t'as un projet de cinéaste à défendre, en fait, dans Justice League, moi, il me semble, c'est le seul truc que j'ai perçu, c'est justement ce rapport au cadre, notamment dans certaines scènes d'action. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à essayer. Ça donne des plans qu'on n'a plus l'habitude de voir. Il y a un plan, moi, qui m'a particulièrement marqué. C'est un plan où Diana Prince va dans le temple des Amazones, en Grèce, pour aller trouver une flèche. Et en fait, tu vois bien que la flèche occupe toute la partie gauche du cadre et qu'elle occupe toute la partie droite du cadre. Et ce plan-là, tu peux limite pas le recadrer en 1,85 pour une sortie salle. C'est pas possible, ça rentre pas. Ils auraient été forcés de pan-scanner, ce qui est quand même très laid, ce qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Donc, moi, je trouve que ça apporte quelque chose d'étonnant. Ni bien, ni mal. D'étonnant, de pas habituel. Voilà. J'enchaîne, moi, du coup. Tu veux passer la parole à quelqu'un? Je dis pas mal. Je vois tout le monde se craquer les mains un petit peu pour la suite. Je crois que c'est Yannick qui a envie de parler. Yannick, tu es bien calme pour une fois. Mais je vais rester extrêmement calme. Ouais, mais tu restes extrêmement calme dans le micro. Stéphane, est-ce que tu veux... Moi, j'ai utilisé le mot surcompensation parce que, en fait, c'est exactement ce que tu as touché du doigt, la question, en fait, de savoir est-ce que ce film-là a besoin de durer 4 heures, en fait. Est-ce qu'il a besoin d'être à ce point... Alors, est-ce que c'est le plus Snyder des Snyder? Moi, je dirais que oui. Et précisément parce que justement, même si lui il jure ses grands dieux, et je le crois dans l'absolu, qu'il n'a pas vu la version qui est sortie en salle il y a 3 ans, le fait de s'être fait complètement couper son film et massacrer son film, en fait, il s'est dit ok, puisque en fait les gens réclament ma version à moi, je vais donner ma version à moi vraiment jusqu'au bout, qui dure 4 heures. Le problème en fait pour moi là-dedans, c'est qu'on se retrouve avec un film qui est structuré d'une manière assez étrange, parce que déjà en fait la logique, moi je comprends le fait de pas forcément, même si le studio réclamait, on va dire, un univers partagé comme Marvel, etc., je comprends la logique de pas aller directement sur ce terrain-là d'un point de vue narratif. Le problème, en fait, c'est qu'on se retrouve avec des personnages qui, là, précisons bien, il arrive aujourd'hui, le film, en 2021, après Aquaman, après Wonder Woman, etc., et Wonder Woman 84, mais en fait, en gros, il est censé représenter tous ces personnages-là, d'une manière ou d'une autre. Il est supposé se passer avant Aquaman. Voilà. Et l'un des problèmes, en fait, du film, pour moi, c'est, dans sa structure, c'est on a un film qui fait 2 heures d'expo, une dernière demi-heure d'épilogue, et en fait, t'as 1h30 pour raconter ce que c'est censé vraiment raconter. C'est-à-dire ce combat contre comment dire, Steppenwolf, en fait, pour récupérer les boîtes mères, quoi. Et du coup, en fait, c'est un film que je trouve extraordinairement déséquilibré. Et justement parce qu'il surcompense en tout, en fait. C'est-à-dire qu'il a besoin de présenter, en fait, ses persos, il a besoin, en fait, d'en faire des caisses. À un moment donné, tu te demandes... Enfin, à un moment donné, l'un des enjeux principaux qui est quand même de ressusciter Superman,
t'en viens à avoir complètement oublié qu'il y avait Superman dans cette série, quoi, à ce moment-là, quoi. Et du coup, dans cette surcompensation-là, pour moi, le problème, en fait, c'est qu'on se retrouve avec un film qui est vraiment déséquilibré. Moi, tu te l'es tapé en une fois. Oui. Alors moi, je l'ai maté en 2 fois. La deuxième fois, en fait, je me suis gardé les 3 dernières heures et j'ai vraiment peiné, en fait, à avancer, quoi, parce que c'était vraiment, j'arrivais plus vraiment à comprendre ce que le film voulait raconter, quoi. Et du coup, c'est marrant, hein, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un podcast on s'excuse auprès de Julien, excuse-nous de pas avoir aimé le film. Je vous en prie, moi, je vous aime tous. mais en fait, ça, c'est un des problèmes. Après, bon, t'as des problèmes, effectivement, j'ai envie de dire, ce que t'as dit, en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire que si t'aimes pas, en fait, c'est même pas une question du style de Snyder, mais vraiment l'approche, en fait, bah là, tu l'as 300%, quoi. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est intéressant à ajouter, c'est que suite à l'accueil cataclysmique de Batman v Superman, dès le tournage de Justice League a commencé un peu avant la sortie de BVS ou un peu après, mais c'est vraiment à la marge, à 1 ou 2 semaines près. Donc en fait, suite à cet accueil cataclysmique, ils ont déjà demandé des réécritures, ils ont déjà demandé de rajouter de l'humour, ce qui fait que quand on dit que c'est la version absolue de Snyder, c'est pas totalement exact. Mais de toute façon, il a fait avec ce qui avait été tourné, avec les blagues qu'on lui avait déjà demandé de rajouter. Certes, mais de toute façon, c'est même pas vraiment la version absolue de Snyder, parce que ça serait pas le film qui serait sorti en salle à l'époque. Même s'il avait fait 3h ou 3h30, en fait, ça serait pas ce film-là, quoi. En admettant, en fait, si tu veux, et ça je veux bien encore le reconnaître, tu vois, que Snyder soit un auteur, etc. Donc en fait, tout ce qu'il a traversé, à travers, en fait, justement... a forcément influé le film. Voilà, ça, donc ça s'en ressent là-dessus aussi. Après, moi, le problème que j'ai, si tu veux, c'est que, tu vois, on parlait d'iconisation, de mythologie, etc., et t'as cité cette scène, qui est pour moi le point le plus ridicule du film, hein, vraiment la scène où elle descend, en fait, dans le temple des Amazones et qu'elle tombe sur cette iconisation de Darkseid, où il y a écrit, donc, en grec, Darkseidos, tu vois, ce qui littéralement veut rien dire. Ça, mais vraiment, hein, en fait, déjà, j'ai éclaté rire parce que comme je lis le grec, en fait, je me suis dit, mais ça colle pas, en fait. C'est un peu la classe, ça, quand même. Non, mais attends. T'as vu comment il l'a placé sans déconner? Non, mais c'est un peu la classe. Le mec. Il y a écrit Darkseidos. Tu lis le grec, Julien Charpentier? Bah voilà. Alors, tu peux pas apprécier le film si tu lis pas le grec. Je le précise parce qu'en fait, si tu veux, en gros, ça peut passer comme un truc iconique, en fait, sans fond. Mais si tu fais attention à la façon dont la langue grecque est structurée, ça a encore moins de sens. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est comme si on disait que ce mot existait, en fait, parce qu'il a une racine grecque. C'est pour ça qu'on l'adapte en grec. Sauf que c'est pas vrai, c'est pas le cas. Tu vois, parce que c'est Darkseid, ça vient pas du grec, tu vois. Et du coup, en fait, tu te dis, mais moi, je me dis, mais il a réfléchi comment, en fait, sa mythologie dans le truc, tu vois. J'ai compris que Darkseid est apparu, tu vois, il y a 2000 ans, 3000 ans, enfin, qu'ils se sont foutus sur la gueule. J'ai compris tout ça, tu vois. Mais même à l'époque, les Grecs, ils auraient pas écrit Darkseid comme ça, en fait. En grec, tu vois. Voilà. Donc du coup, t'en viens de dire, mais enfin, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Batman, c'est Batmanopoulos dans ton monde. Enfin, c'est quoi le délire là, tu vois? Donc en fait, si tu veux, en même temps, ce sera assez cool. Mais non, mais voilà, enfin, c'est comme ça que les Grecs le traduisent. Enfin, tu vois, il y a un truc en fait où du coup, t'as la logique de l'icône qui, moi, je trouve, n'est pas particulièrement réussie visuellement. En tout cas, enfin, au bout du 350e plan comme ça, en fait, de Batman en contre-plongée ou de je sais pas quoi, etc., je trouve que ça marche plus, tu vois, en fait, tu perds l'effet, mais en plus, tu l'as pas, en fait, d'un point de vue de structure. Et après, moi, il y a tout un tas de problèmes que j'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire que dans la version de Whedon, si tu veux, qui était crétine au possible, Superman se réveille et il est méchant. Et donc, je me suis dit, bon, bah là, il va au moins avoir une explication de pourquoi il est méchant. Ah non, il est méchant. En fait, il se réveille, il était pas content, et en fait, si tu veux, finalement, il a compris. Il se réveille, il ne sait pas qui il est, et il perçoit une menace, puisque le cyborg s'auto-déclenche. Donc il perçoit une menace, il se défend. Et du coup, vu qu'il il perçoit une menace parce qu'il voit sa statue détruite, non? C'est surtout ça, non et après, il y a Cyborg qui se déclenche. Ouais, c'est au moment où ce cyborg se déclenche qu'il devient agressif. Ouais. Et alors je dis pas que c'est la meilleure. Alors normalement c'est l'inverse, parce que en fait justement Cyborg se déclenche quand il sent une agression. Mais jusque là il n'y a pas eu d'agression, il y a juste eu un test. Il les regarde, il les scanne. Merci. Bon, ça s'annule un peu pour moi ce truc là, mais bon, admettons, le truc si tu veux, c'est que voilà, en fait du coup tu te retrouves avec ça, et puis en fait le personnage qui est quand même censé être l'abnégation totale, Superman, si tu veux, le seul moment où il se calme, mais ça c'est exactement quasiment comme dans la version de Whedon, c'est quand sa gonzesse elle vient et elle le prend dans ses bras, quoi. Ouais. Et là tu te dis bon, c'est quand même problématique, en fait. Tu perds littéralement la mythologie du personnage. Mais la mythologie du personnage, justement, tout le chemin que faisait Snyder, c'était pour aller vers le Superman qu'on connaît. Le Superman que nous avons vu jusqu'à maintenant n'est pas le Superman qu'on connaît. Il est en train de le devenir. Donc le fait qu'il ait cassé l'iconisation, fondamentalement, c'est plutôt logique. Et le fait est que son premier rapport, parce que déjà le côté qui est exposé dans Man of Steel, de dire c'est une société d'insectes,
Krypton, puisque ton rôle dans la société est donné de base. Et ça fait que Superman va être confronté à cette dualité qui est... Est-ce que moi j'ai été élevé par des humains, j'ai envie d'être un humain. Donc il y a cette dualité qui se construit en lui. Donc en fait cette dualité elle est là depuis le début. Donc le personnage que tu as, le premier rapport qu'il a eu à ce que c'est que d'être un humain, c'est l'amour. L'amour de ses parents, puis l'amour de Loïs. Donc le fait que la seule chose au monde qui le calme, c'est l'amour de sa femme, je trouve pas ça déconnant du tout. Hein. Ouais, enfin, encore une fois, ça va à l'encontre en fait de ce qu'est Superman. Tu vois, c'est-à-dire encore une fois, vis-à-vis de la façon dont il est présenté, même dans le premier, puisqu'en fait, le fait de devenir Superman, c'est déjà à la fin du premier Man of Steel. Non. Enfin, non, à la fin de Man of Steel, il a fait son premier choix, qui est de choisir le côté des humains. Et là, est-ce qu'il l'est devenu ? Pas encore. À la fin de Pas encore. D'accord, ok. Donc il faut combien de films ? Bah, j'en sais rien, je crois qu'il a... c'est ça le truc, en fait, c'est aussi ça, c'est du coup, en fait, tu vois, il y a une problématique de déliage, c'est que même en se mettant de ce point de vue-là, pour moi, c'est ça le problème, en fait, d'un film comme ça, c'est qu'en fait, ça prend des plombes pour raconter finalement quelque chose qu'on sait tous, tu vois. Mais bon, après, enfin voilà, le truc, si tu veux, c'est que du coup, moi, j'ai ces problématiques-là. J'ai, bon, évidemment, pour moi, Batman, c'est pas possible, en fait, dans ce film, quoi, littéralement. Enfin, de toute façon, Ben Affleck en Batman, c'est pas possible. C'est-à-dire, en soi, c'est visuellement, j'ai l'impression de voir Jean-Marie Bigard, tu vois, dans le costume. Non, mais c'est vrai, enfin, tu vois, t'as l'impression de voir un gars trapu, tu vois, énervé. Alors, moins dans celui-là que dans. Ça aussi, c'est pareil. Enfin, pour moi, c'est le meilleur Batman, désolé. Ah, regarde, Julien, il s'est réveillé. Et plus encore, c'est le meilleur Bruce Wayne, et de très très loin. Voilà, ça c'est posé. Putain, vous allez vous réveiller un peu là. Attends, vas-y, prends le micro. Non, parce que ouais, mais bon. Voilà, tu vois. Alors, je vais préciser un truc. En fait, Yannick voulait venir faire le film, en fait, et puis finalement ne rien dire, puis finalement il est en train de s'énerver parce qu'en fait on est en train de parler sérieusement du film. Et ouais, il a dit qu'il allait pas en parler, vas-y. Non, mais c'est peut-être pour ça, c'est parler sérieusement de quelque chose qui se prend déjà terriblement au sérieux, sur une base d'une vacuité qui est hallucinante. Je vais pas m'énerver. Je vais rester calme parce que dans l'absolu, je respecte tout à fait les fans de Zack Snyder, je ne les comprends pas. C'est une aberration conceptuelle pour moi, mais et j'ai pas envie d'égrener la liste des choses que je trouve atterrantes de la première à quasiment la dernière image, et que ce soit en termes de découpage, en termes de pseudo-iconisation, encore qu'il faudrait revenir sur ce qu'est la définition de Nikon, du Nikon, pardon, et sur les dialogues qui sont probablement les plus belles paraphrases de l'histoire du cinéma, et les choses les plus sans intérêt que j'ai rarement vues dans un film. Et surtout sur effectivement l'interminable durée pour raconter du flan, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on a 25 fois comment il s'appelle là, Stephen, la con là, avec ses cornes là, qui vient de dire je trouvais la première boîte, ok super, va chercher la deuxième. J'ai trouvé la deuxième boîte, ok super, va chercher la troisième. Et tu dis putain, il faut 4 heures pour qu'ils en arrivent à se foutre sur la gueule sur la base d'aussi peu de choses, intercalées par des espèces de pseudo-drames fondateurs dignes d'un gamin de 15 ans, parce qu'ils ont tous un petit problème avec papa et tous un petit problème avec maman. Alors j'ai pas de problème, on a tous des problèmes avec papa et maman, hein, c'est pas la question, hein. Sauf que c'est un peu plus complexe, et que là on te délaye. Moi je vais pas rentrer dans les détails. Parce qu'en fait, ça va m'énerver de rentrer dans les détails. Tu parles d'iconisation. L'iconisation, c'est le sacré. Encore faut-il qu'il y ait un contexte à la sacralisation. Il n'y en a aucun. On a des personnages qu'on essaye de sacraliser, et on le fait n'importe quand, à n'importe quel moment, pour aucune raison. Le comble étant très probablement ce passage où Aquaman, ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai regardé le film, le Aquaman qui sort d'une auberge moitié bourré comme d'habitude, et puis il dit tiens, j'ai une tempête là, je vais aller sur le pont. Grosse musique, on te fait des ralentis, on te fait des plans, voilà, il est iconique dans cette... Pourquoi à ce moment-là? Pour rien. Non mais là tu parles du chant. Non mais... Des chants des nanas. Non, pas du... oui, non, je parle de... Il te fait ça 5 fois d'affilée, sans déconner. Mais dans la première scène de... Première heure du film. Première heure du film. J'ai 15 séquences musicales à la con avec des gens qui marchent au ralenti dans la rue avec des... derrière. Non mais là, attends, tu crois que tu fais du Shakespeare sans déconner? Ça a 2 de QI ton scénario. Faut arrêter au bout d'un moment. Donc, attends. Ok, je ne comprendrai pas. Pour un mec pas énervé... Attends, je comprendrai pas, et vous avez longuement parlé, je comprendrai pas
pourquoi on aime à ce point-là le cinéma de Zack Snyder, mais je le respecte, comme beaucoup, tous les fans de Zack Snyder ne comprendront sans doute pas pourquoi je n'aime pas ça. Mais il y a une telle redondance mécanique d'effets vains qui ne servent à rien. Excuse-moi, on parle d'iconisation, j'ai jamais vu un mec aussi iconisé. Qu'est-ce que ça veut dire, iconiser ? C'est quoi ? C'est faire un joli plan sur un mec en contre-plongée, comme le dit Stéphane ? On en a 350 dans le film. Ça a un sens, iconiser. Ça a un sens, sacraliser. Quand Guillermo del Toro, il te fait une contre-plongée avec un petit travelling dans Hellboy, ça arrive à un moment donné précis. Ça arrive à un moment héroïque. Ça arrive quand le personnage a fait quelque chose. Quand le personnage a accompli quelque chose. Qui mérite, entre guillemets, qu'on puisse potentiellement le sacraliser. Encore que, là, le mec, il va aller se manger une banane, il sort et on fait avec un super plan iconique. Pourquoi ? Et ce n'est que ça. Donc c'est un enchaînement de postures, juste pour dire, regardez comme je filme bien Superman, regardez comme je filme bien Batman, comme je filme bien Aquaman. Pourquoi ? Qu'est-ce que raconte ce film ? Moi, je m'en fous de mater un film débile, hein, qui soit fun. Je veux dire, j'ai pas de problème avec un comic book où je me marre et où ça vole pas haut. Mais se prendre pour Shakespeare, quand on écrit comme dans les Teletubbies, j'ai un problème, quoi. Parce qu'il y a quand même une dichotomie fondamentale entre cette tonalité, cette emphase, cette outrance dans une réale qui est uniquement au service de la propre satisfaction de cette iconisation vaine. Donc on pourrait faire maintenant des films de 3h30 où on raconte rien, et on a juste des mecs en costume qui vont monter sur un toit et qu'on va filmer au ralenti en contre-plongée, et on va dire c'est génial, ils les iconisent super bien. Non mais sauf que là, cette version de 3h30, 4h, en fait, elle est spécifique aussi. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde ne fait pas ça. Je veux dire, même Snyder lui-même, s'il le sortait en salle, il n'aurait pas fait une version de 4h comme ça. Tu comprends ce qu'on veut dire ? Je comprends pas ce que tu veux dire. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est pas on peut faire ça. C'est pas la porte ouverte pour faire ça. Non, je dis pas ça, mais je dis c'est une spécificité qu'il a quand même. C'est un film d'auteur, oui. Malgré ce que je veux dire par là, c'est que c'est un film d'auteur. Non, moi je peux pas appeler ça un film. Je peux pas appeler ça. Bref, enfin bon, alors après on va film d'auteur dans sa définition. Si tu veux. Après, c'est peut-être un auteur de merde. C'est encore une fois prendre extrêmement au sérieux quelque chose qui est déjà d'une suffisance à se prendre au sérieux. Que moi j'ai du mal. Donc je veux dire, je vais vous laisser gentiment débattre sérieusement d'un film comme ça, qui pour moi va partir dans pas très longtemps dans les oubliettes de l'histoire, parce qu'il ne raconte rien, parce que son enchaînement scénaristique tient sur un graffiti, et c'est pas parce qu'on me fait une exposition de 45 minutes avec des plans de « je suis triste, je suis concerné, parce que mon papa il m'a fait ci, je suis pas content papa que t'aies fait ça », on a vu ça 20 milliards de fois, la soi-disant richesse visuel, ou alors plutôt que visuel, je vais dire pictural, puisque c'est ça qu'on a l'air de défendre chez Zack Snyder, qui est dans la même logique que ce qu'on a toujours dit sur Villeneuve, capable de faire des très jolis plans, Villeneuve. Sauf que là, moi j'ai jamais dit ça. Non, mais d'accord, mais bon, j'ai quand même l'impression enfin, il n'y a pas une scène où j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ça ailleurs. Moi, c'est là où j'ai du mal à comprendre cette spécificité, outre dans la surcompensation dont tu parles de Snyder, mais l'attaque des Amazones au début, enfin, je vois des plans piqués partout. Je vois des plans piqués chez Spielberg, des plans piqués chez... Tu les vois aussi chez Tarantino, il y a un moment, calme-toi. Je ne dis pas qu'on peut pas emprunter. Les plans piqués partout, tout le monde le fait. Non, c'est pas le problème. Emprunter n'est pas le problème. Emprunter, à partir du moment où tu digères et tu as un sens, à partir du moment où tu digères et tu en fais quelque chose. Quand tu veux créer une œuvre mythologique, tu crées une mythologie. Elle est complètement aberrante ici. De HKZ, il y a un problème énorme de tonalité, il y a un problème énorme de construction des personnages, même si toi, tu peux y voir, effectivement, comme tu dis, quelque chose d'extrêmement, de thématiquement cohérent. Putain, ça tient sur un graffiti, quoi. C'est donné. Globalement, je suis pas d'accord. Hein. Je sais, mais t'as le droit, il n'y a pas de problème. Mais je suis pas en train de te dire que c'est pourri, je suis en train de te dire que je suis pas d'accord. Je sais, je suis pas en train de te dire que tu as tort. Je dis, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de souci. Comme je ne suis pas d'accord avec les fans de Snyder, et ils ont le droit de pas être d'accord. Moi, j'ai le droit... même si je me fais déchirer par tous ceux qui trouvent que c'est un génie actuel, de dire que tout ça, la façon dont on en parle est disproportionnée, je trouve. En fait, à un moment donné, si à partir du moment où on décide de faire un podcast dessus, non, on mais d'en parler attention, bien évidemment, je t'interdis pas d'en parler sérieusement. Je dis, le film se prend déjà extrêmement au sérieux.
Et moi, si tu veux, le seul truc que j'ai fondamentalement à dire, c'est cette dichotomie totale entre le ton qu'il emploie et en réalité ce qu'il raconte. On est censé être dans une adaptation de comic book, c'est censé être fun. Où est-ce qu'il est le fun dans le film ? Où est-ce qu'il est le fun dans le film ? Je veux bien la version sombre de Zack Snyder, parce que j'entends ça partout. Mais sombre, ça veut dire avoir un minimum de densité thématique et narrative. Là, moi, je la vois nulle part. Alors après, expliquez-la moi. T'as posé une question et Julien qui était en train de... Oui, Julien... justement, vas-y. J'ai déjà oublié la question, ça fait tellement longtemps que... il est où le fun ? Non mais, bon, en fait, moi, je vais pas vraiment répondre à sa question, mais il y a quand même un truc que je trouve intéressant, c'est qu'en général, on est tous d'accord. On est un groupe qui aime un certain genre de cinéma, et on est hyper d'accord sur des Scorsese, sur des Spielberg, et je trouve, ne serait-ce qu'en soi... Il faut pas dire Spielberg déjà, Julien. Il faut pas... C'est non. C'est comme Scorsese et tout. Non, il faut pas là. Spielberg, tu dis Spielberg. Laissez-le parler. Je suis obligé. J'essaie de mettre de l'humour. Je suis obligé de l'appeler Spielberg parce que je suis né en Allemagne et c'est un nom allemand. Donc à un moment, bah voilà, ça fait. Et donc ouais, en tout cas, je trouve ça super intéressant que Snyder soit autant quelqu'un qui divise au sein d'une communauté où normalement on est plutôt d'accord. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose à creuser. Parce que tu rejettes tout en bloc en disant c'est nul, c'est pourri, c'est pas iconisé. Je vais avoir du mal à te répondre parce que tu es un orateur admirable. Mais non, mais attends, je stigmatise personne. Moi, tous les gens ont droit d'aimer ça. Il y a zéro problème. Ce que moi j'ai du mal à comprendre, c'est le pourquoi. Donc je t'écoute. J'entends parler de jolis plans, j'entends parler d'iconisation, j'entends parler d'auteur. C'est très bien tout ça. Mais qu'on m'explique clairement où c'est. Une iconisation pour une iconisation, c'est une pub. C'est pas une narration, c'est pas un film. C'est pas une construction de mythologie. Donc c'est ça où j'ai du mal à comprendre en fait. Alors je le dis de manière peut-être vindicative, mais ça m'interpelle. Non, ça va. Ça m'interpelle dans le sens où il y a des films que je n'aime pas et je comprends parfaitement les raisons pour lesquelles on peut les aimer. Là, pour des fans de comic books qui, comme moi, comme des millions d'autres, on a bouffé cette pop culture depuis des années. On a des représentants de cette pop culture qui sont brillantissimes. Tout le monde s'est accordé sur Sam Raimi, tout le monde s'est accordé sur plein... parce que lui, regarde, justement, il s'accorde pas sur Sam Raimi. Sur plein d'autres choses. Et j'avoue que le cas particulier de Snyder et l'engouement qu'il suscite, pour le coup, celui-là, je le comprends pas. Donc c'est une ouverture à ce qu'on m'argumente, mais un peu en profondeur. Mais en gueulant. Et pourtant, c'est parce que je parle fort naturellement, c'est tout. Il y a bel et bien un engouement, parce qu'au-delà de l'avis qu'on peut avoir, j'ai pas dit le contraire. En une semaine, le film a dépassé la barre des 100 000 achats numériques en France. C'est un record en France. Mais je conteste pas ça. Alors qu'il est en plus trouvable de manière illégale aussi. Donc s'il y a des gens qui le payent... c'est ça. Je crois. Nous, on a tous payé pour le voir. Mais, au niveau des chiffres, il a fait mieux que la série Falcon et le Winter Soldier, mis en ligne par Disney+, le lendemain, et qui était aussi très attendu. Cela dit, je reste juste là-dessus, il faut faire la part des choses entre un engouement, me semble-t-il, un engouement sur un genre qui est très à la mode depuis 15 ans. Tu vas avoir autant de gens qui vont être enthousiastes à aller voir le dernier Marvel qu'à aller voir le dernier Superman, et les défenseurs de Snyder qui sont une partie de ce public-là et qui ils sont pas tous à considérer que Snyder est un auteur, que les choses soient claires. Mais en fait, le truc... Pardon, vas-y. Après, je disais, si on parle de l'engouement, en fait, il faut aussi revenir sur la genèse du film, de cette version-là, en tout cas. Si le film est là, c'est aussi à cause de l'engouement. C'est qu'il y a eu des hashtags release de Snyder Cut. Moi, c'est pour ça aussi que je parlais de boîte de Pandore tout à l'heure. C'est qu'en fait, c'est un film, une version du film qui aurait, comme vous l'avez dit, jamais existé autrement si toute sa communauté de fans s'était pas relayée sur les réseaux sociaux et avait pas, je dirais presque, harcelé Warner jusqu'à ce qu'ils finissent par dire d'accord, on rajoute 70 millions sur un film qui en coûtait déjà 300. C'est quand même incroyable enfin, il y a des films qui aimeraient bien avoir juste 70 millions de budget, en fait. Donc, c'est quand même fou de rajouter sur un film qui a eu un succès très, très relatif et qui est considéré par Warner comme un échec. C'est fou, en plus, de rajouter 70 millions de plus pour en faire une autre version dont on sait qu'elle pourra pas sortir au ciné. Et bon, là, il se trouve que voilà, elle sort comme ça parce que Covid et tout, mais à l'époque où ils l'ont lancé, c'était même pas une question. Et moi, c'est ça que je trouve assez fou. Je trouve qu'il y a autant à dire sur le film que sur la façon dont il est arrivé.
Et je pense que... Et ça participe de la fascination générale. Bien sûr, et je trouve... Je pense qu'il y a plus à dire sur la fabrication en réalité que sur le film. Et en fait, moi, je trouve ça fou, parce que je me dis, mais en fait, est-ce que là, Warner a pas ouvert la boîte de Pandore et a pas laissé a pas donné une légitimité à toute une communauté de fans. Alors, loin de moi l'idée de dire que tous les fans de Snyder sont des gens toxiques et tout, mais il y a une partie, comme dans chaque fandom, en fait, de gens, de minorités très, très bruyantes et très toxiques. Là, même si, pour le coup, les intentions étaient louables, puisque c'est... ils voulaient voir la version d'un film, d'un réalisateur qui n'avait pas pu faire, et c'est très bien, et je pense que nous, on aurait aimé avoir un Sam Raimi cut sur Spider-Man 3, par exemple, ou des choses comme ça. Mais c'est... Qu'on a eu, hein. Un peu, en fait, on a eu un tout petit peu, un monteur cut, editor's cut. Disons un 13e guerrier. 13e guerrier. Préféré 13e guerrier. Mais voilà, et je me dis, est-ce que maintenant, ces gens qui ont eu gain de cause et une petite partie de ces gens qui sont quand même une communauté qui peut être assez toxique. On a quand même vu le même genre de campagne sur Twitter, mais qui était bien plus négative, avec des gens qui ont été harcelés. Je pense à l'actrice Kelly Marie Tran qui jouait le personnage de Rose dans les derniers Star Wars. J'ai plus son nom, mais l'actrice qui avait prêté sa voix au personnage d'Abby dans The Last of Us 2, ou les créateurs de The Last of Us. Enfin, il y a mille exemples sur le personnage de Sonic qui a dû être redesigné après que les fans aient râlé et tout. Et je me dis, en fait, est-ce que ce truc-là, ça va pas ouvrir un truc où les mecs vont se dire, bah en fait, on est légitime pour en fait réclamer c'est une vraie question que tu poses, réclamer notre dû et se dire que les créateurs nous doivent quelque chose, parce que moi j'ai pas aimé tel design, j'ai pas aimé cette fin, j'ai pas aimé ce truc là. Je voudrais bien rebondir sur ce que dit Marie, je te laisse la parole tout de suite après, parce que c'est vrai que t'as pas beaucoup parlé, mais je voudrais quand même aller d'un truc en complément en fait de toi, parce que pour moi c'est le seul truc qui est intéressant en fait dans ce film de merde, c'est que ça crée un précédent. C'est-à-dire, moi il y a deux choses, il y a le format, j'en ai déjà parlé avec Julien, mais c'est aussi parce que effectivement, comme tu l'as dit, je pense qu'on a la même idée tous les deux là-dessus, c'est que ça crée un précédent. C'est-à-dire que des director's cut, on en voit depuis une trentaine d'années. Et on en voit depuis une trentaine d'années avec des modifications qui semblent plutôt évidentes, qui touchent au montage son, à l'exhumation de certaines scènes coupées, et puis parfois à l'étalonnage. Et puis il y a eu un truc, moi, qui m'avait, je me rappelle, déclenché un truc. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui est en train de changer là. C'était sur X-Men 2, sur la post-production de X-Men 2. J'avais fait une interview avec Michael Fink, qui était le superviseur des effets visuels. Et en fait, ce qui s'était passé, c'était que très 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 tard dans la post-production, Bryan Singer, qui est coutumier du fait, avait décidé de changer radicalement la fin du film et avaient besoin de plans qu'ils n'avaient pas tournés. Et en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient ressorti ce qu'on appelle les assets, donc tous les éléments 3D construits pour le film, dont notamment le scan 3D en fait des comédiens, et ils avaient reconstruit de toutes pièces. Alors de mémoire, je crois que c'était 3 plans. Hein. Et je m'étais dit, mais putain, ça ouvre un truc incroyable en fait, ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, notamment sur les Marvel et tout est scanné tout le temps. Les décors, les comédiens, ils sont tous scannés, on capture leur visage. Du coup, il y a des logiciels qui apprennent à comprendre comment les visages en fait de ces comédiens sont en train de fonctionner et tout. Et c'est le truc qui est intéressant en fait dans Justice League, c'est-à-dire qu'on a fait tout un fond en fait des retakes. Les retakes, en fait, quand tu rentres dans le détail, tu te rends compte qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu encore moins avec les stars et tout. Que la scène du Joker. Voilà. Et si, il y a la scène avec le Martian Manhunter notamment, et en fait du coup moi ce qui m'intéressait, ce qui m'a fait un peu tenir, je suis désolé Julien, mais ce qui m'a fait un peu tenir sur le film, c'est que j'étais en train de le regarder, je me disais mais alors attends, ça tout à coup c'est probablement un truc où ils ont reconstruit, Snyder a refait ex nihilo, on va dire intégralement un plan. Donc ça, en fait, on se rend compte qu'il y a ça qui est en train de... Il y a cet outil qui est maintenant totalement, on va dire, éprouvé, même s'il y a des plans de merde hein, dans Justice League. Mais bon, le film a été fait dans une certaine précipitation, puis avec le Covid, ce qui a imposé aussi beaucoup de problématiques et tout. Mais ça, déjà, je me dis, dans la conception, la façon de concevoir les films, on le sentait venir, mais là, vraiment, il y a un truc qui est en train de se passer. Cette boîte de Pandore-là, tu trouvais pas qu'elle était déjà ouverte avec Rogue One ? Alors, non, je trouve que justement, elle est... Non, pas du tout. Mais enfin bon, ça, c'est encore un autre débat. Non, mais là où je rebondis, je rejoins en fait ce que dit Marie, c'est que c'est cette adéquation avec la volonté des fans. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il est en train de se mettre en place des gens qui sont en train de réfléchir à te construire des films sur mesure. C'est-à-dire que si toi, tu préfères voir un héros black avec les cheveux peroxydés, etc., tu peux l'avoir. Mais si tu préfères voir Ben Affleck, tu auras Ben Affleck.
Et c'est des outils qui sont vraiment, à l'heure où je vous parle, en train d'être mis en place, quoi. Et c'est vrai que du coup, tu te dis que ce truc d'une espèce de production cinématographique sur mesure, je le juge pas, hein, mais Justice League me conduit vraiment à me dire, ça y est, c'est en train d'arriver, quoi. C'est-à-dire que de la même façon qu'ils ont conçu quasiment ex nihilo, encore une fois, enfin pas quasiment, parce qu'il y a peut-être 20% vraiment du film qui a été fait comme ça, mais ils ont réussi à construire cette espèce de version complètement fantasmée que les fans réclamaient et qui n'existait pas vraiment, parce que le tournage a été complètement chaotique, il n'avait pas filmé tous les trucs et tout. Bah si, quand même, je veux dire, le mec où il a... Enfin, je veux dire, à partir du moment où... Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans les détails techniques. C'est important, parce que tu es en train de dire que le film a été reconstruit. C'est important de dire qu'à partir du moment où Tom Holkenborg était déjà, donc le compositeur du film, avait déjà composé la moitié de la musique, c'est qu'on était quand même avancé dans la post-production, pas dans le tournage. Il faisait pas 4 heures, il n'avait pas prévu de faire ces retakes là, il n'avait pas prévu de retourner les trucs comme ça. Les retakes, c'est une scène à la fin du film. Quand tu vois les trucs avec Ueta, la quantité de manipulation en fait qu'ils ont dû faire, par exemple, un truc tout bête, hein, mais il y avait absolument nullement prévu qu'il avait cette espèce de monolithe pour communiquer là, avec Darkseid, Steppenwolf par exemple. Ça a été complètement rajouté dans le Snyder Cut. Ils sont allés rechercher des plans et de Man of Steel et de Batman vs Superman pour compléter aussi des scènes, venir les machins. Vraiment, je les vois pas ces plans-là. Pourtant, enfin, tu vois, tu verras dans les articles, quoi. Je te donnerai les. Ah oui, mais avec plaisir pour le coup. Donc là, vraiment, puis de toute façon, voilà. On se retrouve, comme tu l'as dit toi-même, face à un machin de 4 heures complètement distordu dans tous les sens. T'as un peu rajouté la fin. C'était pas prévu comme ça, quoi. Non mais c'est je me redonne sans, après oui, la non, mais main, je te la relaisse aussi, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et qui est lié à ça. C'est-à-dire que toi tu montres un état, alors là on sort un petit peu du film parce qu'on est dans le non, parce que c'est intéressant comme tu l'as dit. Quand je dis c'est intéressant, mais on est sur la question de la réception, on est la question sur l'effet de masse, on est sur l'engouement, sur les fans et tout ça. Ce que dit Julien est hyper intéressant et ce ne serait que la logique absolue de la société qui est en train de se créer, qui s'est déjà créée, mais qui va vers une personnalisation absolue. C'est l'individu roi dans sa bulle, qui a la possibilité de choisir absolument ce qu'il veut. Non mais sauf que c'est une possibilité. Sauf que moi je suis pas d'accord avec Julien. Sauf que je suis pas d'accord avec Julien non plus là-dessus sur ce film. Voilà, que ça existe, c'est possible. Tu vois, que ça se fasse, c'est possible. Alors parce que sur ce film-là, c'est 300% un film de Zack Snyder. Je suis désolé, mais à un moment donné... Il disait pas ça, il disait pas ça. Moi, je te dis pas ça. Je te dis que ce film-là a été réclamé. Je pense que ce film-là n'existait pas. Et je pense je pense qu'il existait à 60% ou 70% peut-être. Il existait à 60%. Il restait 40% à tourner qui n'ont pas été tournés, qui ont été fabriqués par Weta et Scanline et Double Negative et qui ont été conçus en fait par, comme le disait Marie, par demande en fait des fans. C'est ce qu'explique Marie en fait. Ce truc les fans n'ont pas demandé qu'on change le film. Ça, c'est Snyder qui l'a voulu. Ils ont demandé ce Snyder Cut. Ils ont demandé d'avoir le film. Je fais de la prospection à partir de cette situation, Julien. Il se projette. Il y a cette situation-là. Prospection à partir de ça. À partir du moment où cette situation, elle existe, potentiellement dans un futur, tu vas pouvoir aller vers là où. Marie a failli pouvoir en placer une. Marie parle de boîte de Pandore. Je rebondis sur cette notion de boîte de Pandore. Ils vont te laisser parler. Elle a raison de parler de boîte de Pandore. Tu as raison, parle maintenant. Merde. Oui, du coup, arrêtez de dire ce que je dis et laissez-moi le dire moi-même. Je ne sais pas. Non, mais bon, enfin voilà. Non, mais j'avais à peu près fini sur cette idée de boîte de Pandore, mais voilà, c'est la question que je me pose. Après, pour revenir sur le film, je suis d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Julien, ce que tu disais aussi, c'est que voilà, en fait, c'est à peu près tout Snyder dans ce film-là, et donc forcément, moi j'aime pas Snyder, donc je savais très bien que j'allais pas aimer ça. Et sur cette suriconisation, sur ces ralentis, en fait, moi je trouve le film interminable. Ça m'a pris littéralement 7 heures pour le voir, parce que je me suis endormie, parce que j'ai fait d'autres trucs au milieu, et pour moi ça a été vraiment dur. Mais le truc, c'est que je trouve qu'il y a, en fait, avec cette utilisation des ralentis, des trucs, toutes les actions en fait sont mises au même niveau, je trouve. Et tu comprends pas, t'as du mal à voir quels sont les enjeux, parce qu'en fait, ça écrase tout, ça tire tout vers le bas, je trouve. Et quand t'as des héros comme par exemple Flash, dont évidemment le pouvoir est d'aller super vite, du coup, évidemment, tu fais un ralenti pour voir ce qu'il fait. Mais comme toutes tes autres actions de tous tes autres héros sont au ralenti, en fait, Flash, il perd sa spécificité. Je trouve que tu perds plein de trucs comme ça. Et moi, j'arrive pas à garder mon intérêt pour ce genre de trucs, parce que j'ai l'impression que tout le film et toutes les actions sont sur le même plan. Merci, je te remercie.
Tu te rappelles, il y a la scène avec la serpillière, par exemple. Ça t'a pas surpris, ça, c'est un détail, quoi. Mais moi, je sais pas pourquoi ça m'a surpris. Il y a un mec qui passe une serpillière à un moment, et puis t'as un gros plan sur la serpillière, bien cadré et tout. Et quand la serpillière elle arrive sur le sol, elle fait BOOM. Non, mais en fait, c'est Michael Bay, Zack Snyder. Sauf que c'est Michael Bay qui pense qu'il est un peu Kubrick. Après, c'est ça. Assez pas mal quand même Spielberg, tu vois. Spielberg et qu'il est et attends qui est-ce qui pourrait être d'autre, Christopher Nolan évidemment Snyder aussi. et puis je sais plus quoi mais c'est Michael Bay putain, et sauf que Michael Bay, pourquoi moi je l'aime Michael Bay, pourquoi je le défends, parce qu'il fait Transformers, c'est un auteur comme Zack Snyder, mais Michael Bay il fait les films pour lesquels il est fait. Zack Snyder, il fait des films pour lesquels il n'est pas fait. À la limite, le seul film pour lequel il était fait, pour moi, Zack Snyder, c'était son premier. Et déjà, je trouve que c'est un film de merde. Et pourquoi c'est un film de merde? Je trouve son premier, l'Armée des Morts. L'Armée des Morts. Je trouve que c'est parce que il était, il avait déjà pas le sens du ton. C'est-à-dire que moi je me souviens notamment c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Je me souviens de cette scène avec la meuf qui est enceinte là, qui est enceinte d'un zombie. Si je me souviens, j'ai pas revu le film. Oui, c'est ça. Si je suis approximatif, vous m'excusez. Mais je me souviens très bien. Je m'étais fait la réflexion. Je me dis, alors le mec au début, il essaye de te faire Rosemary's Baby et ça finit c'est Démon 2. Tu sais, tu te rappelles le film italien Démon 2 là, avec la super musique des gobelins, tout ça. Mais le mec n'a pas conscience en fait de ça. Il te met du coup tout. Gans a aussi cette façon aussi de faire un peu dans le pack des loups, il te met tout au même niveau. Par exemple au niveau du mixage sonore, j'ai l'impression que tout est mis au même niveau. Mais alors, il y a un dernier truc, attends juste Steph, avant de te laisser la parole, moi sur le film, et là je rebondis sur ce que disait Yann, ce qui moi je crois que le truc qui m'hallucine le plus, et ça pour le coup ça lui ressemble pas à Zack Snyder je trouve, c'est que on se retrouve face à un film qui dure 4 heures, qui a coûté, si tu cumules la totalité, donc 370 millions de dollars au bas mot, parce que je pense que dans les faits, en fait, ça a probablement coûté plus, et on parle en plus hors promotion, évidemment. Et j'ai rarement vu un truc aussi pauvre. Dans ce que ça raconte, évidemment, ça tout le monde l'a dit, je veux dire, moi, le MacGuffin des 4 boîtes, mais j'en ai plein le dos. C'était déjà 3 compliqué de se mettre 3. Horrible. Oui, 3, ouais, tu vois. Mais c'est à chier. Enfin, je l'ai vu 10 000 fois. Sans vouloir me faire l'avocat du diable pour un film de merde et un réel de merde, si tu veux, je suis désolé, mais Michael Bay, il a fait 5 Transformers avec des enjeux pourris. Oui, mais c'est des Transformers. Et attends, il y a un autre truc, justement, pour rebondir là-dessus. C'est peut-être dû au fait que je l'ai vu dans ces conditions-là, c'est-à-dire chez moi, machin. Mais je trouve que visuellement, c'est pas que c'est moche ou quoi que ce soit. J'aime pas rentrer dans cette typologie de débat. Je trouve surtout que c'est un film qui n'a aucune ampleur. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu l'argent. Oui, c'est-à-dire que c'est rare que j'ai cette sensation-là. C'est pas l'argent. Mais oui, bien sûr, évidemment. Tu sais très bien que c'est le scénar. Tu sais très bien qu'il n'amène rien. Il n'y a aucune montée en tension. Il n'y a aucune construction narrative qui t'implique. Quoi, c'est dramatique. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ampleur. J'ai l'impression d'avoir vu un film. Alors, je caricature, pardonne-moi, mais j'ai eu l'impression de voir un Asylum. Tu vois, les Asylum, là, c'est série Z, en fait, qui font des caricatures. En fait de tous les blockbusters et tout, et en fait le truc, non, mais ce qui est intéressant en fait de ces séries Z, en fait, c'est que leur seule production value, c'est leurs effets spéciaux en fait, et que si tu enlèves ça, il y a là déjà qu'il y a rien parce que c'est des effets spéciaux de merde, mais alors, une fois que quand tu enlèves ça, il y a plus rien. Mais j'ai eu l'impression de voir ça en fait, vraiment quoi dedans. C'est-à-dire que j'avais eu un peu cette sensation là sur les 2 derniers Avengers, mais il y avait notamment ce rassemblement de superstars, de machin. Il y avait des décors, machin et tout. Là, par exemple, tu vois, sur les décors, c'est Patrick Tatopoulos qui est le directeur artistique, si mes souvenirs sont bons de celui-là. Putain, mais Tatopoulos, moi j'aime pas ce qu'il fait, mais c'est baroque quoi, ça pète et tout. Là, tu te retrouves dans l'espèce de. Alors, c'est pas la Batcave, mais enfin, en tout cas, le repère de Bruce Wayne et tout. Si, c'est la Batcave. C'est la Batcave, putain, mais c'est triste. C'est triste. T'as l'impression de voir en gare son vaisseau. C'est une espèce de repompage du truc de Aliens, mais en pourri quoi. Aliens, putain, merde, 86. Et le combat final et tout, moi j'ai l'impression que les mecs ils ont construit un tunnel là. Qui ressemble un peu au trou du cul de Tom Holland. On y revient. J'ai fait des private jokes au truc et tout. Mais voilà, voilà, c'est tout. J'ai trouvé ça hyper cheap. Quoi. Alors moi, pour être gentil avec Zack Snyder, tu vas pas y arriver, tu tiens 10 secondes. Non, parce que moi, par exemple, je t'ai dit tout à l'heure, contrairement à Julien, moi, j'avais passé un agréable moment devant le premier Zack Snyder, et je vais même te faire un aveu. J'avais même trouvé des trucs sympathiques dans Man of Steel. Mais en réalité, en vous écoutant tous, ce qui est marrant, c'est que moi, dans ma tête, Snyder, c'était un peu...
il y avait un côté potache. Il y avait un côté bourrin potache, c'est-à-dire pas grand réal, mais mec qui avait quand même des petites idées. Moi, j'avais plutôt apprécié les 15 premières minutes de Army of the Dead. Je trouvais qu'il y avait des idées marrantes. Dawn of the Dead, pardon. J'avais plutôt trouvé certains trucs qui me faisaient plaisir par rapport aux petits fans de comics que j'étais avant dans Man of Steel, même s'il y avait plein de choses que je détestais, mais ce côté, je vais te placer la caméra à côté du poing, quand je fonce, je défonce 25 immeubles, je casse absolument tout, mais bon, il y avait un côté bourrinos que je... Tu vois, que tu retrouves dans le duel final de Batman versus Superman. Moi, je le trouve un peu sympa. À ce moment-là, il y avait plein de choses qui me gênaient chez Zack Snyder, mais je comprenais pourquoi on kiffait le mec, parce que je me disais, moi, je me replaçais ado, j'aurais été ado, j'aurais vu Man of Steel, je me serais dit, mortel. Tu vois ce que je veux dire? Pas tout y aller. Et puis en plus, il y avait effectivement des petits trucs de réal. C'est pas du plan, hein, c'est pas de la composition de cadre, mais c'était des idées de cadrage, par moment, qui étaient intéressantes. Ça a complètement disparu. Moi, le problème que j'ai entre Man of Steel et ça, et déjà Batman versus Superman, là où j'ai déjà tout oublié, c'est le syndrome Nolan-Villeneuve. C'est tout d'un coup, je me prends pour Shakespeare sans déconner, et je ne le suis pas, j'en suis très très loin. C'est pire que ça, je trouve. Il y a même pire, je suis gentil, mais je trouve que même dans Zack Snyder, il y a un vrai manque d'inspiration. Tu vois, par exemple, moi, il y a une scène que je trouve incroyable, c'est quand ils exhument le corps de Superman. Et là, j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, putain, le Zack Snyder de je sais pas moi, Sucker Punch ou 300, il t'aurait fait un machin avec des fumigènes, des éclairs, des trucs. C'est important, putain, les mecs sont en train d'exhumer le corps de Clark Kent. Non, mais à la place, t'as une blague de Flash qui dit je pourrais le faire vachement plus vite. C'est ça. Ouais, non, on le t'as fait les pas, deux autres qui boivent une bière au cul d'un camion. C'est filmé, mais hyper. Mais c'est marrant parce que moi, je l'ai pas ressenti comme une blague. Cette scène, elle est terrible. Je l'ai ressenti comme des gens qui disent en fait, on doit lui rendre hommage, donc on va faire ça à l'ancienne. Excuse-moi, mais Flash, c'est quand même le mec. Mais ça devrait être grave alors. Toutes les blagues du film, c'est lui, et elles sont toutes pourries. Ouais, alors justement, le truc, c'est que... Moi, je voudrais revenir sur un truc que tu disais, Marie, sur la boîte de Pandore et le fandom, parce que je trouve vraiment que c'est une super bonne question. Je trouve ça étrange, je t'avoue, de le dire avec ce film-là, parce que globalement, le release de Snyder Cut Movement, ça a été des gens qui ont seulement demandé à Warner de faire le film qu'on leur avait promis. Ouais, non, mais c'est pour ça que je disais que ce côté-là, les intentions étaient louables et tout. Mais et ils l'ont fait bien en plus. Tu sais qu'ils ont donné à l'association pour la prévention du suicide près d'un demi-million de dollars quand même. Ouais, c'est pour ça que je disais que c'est bien et que je prenais des précautions en disant voilà, je pense pas que les fans de Snyder soient des communautés toxiques, machin. Il y en a comme dans toutes les communautés, mais c'est un truc où. Tu l'as dit, Marie. Je l'ai dit, voilà. Merci, vas-y, jette-moi sous le bus, quoi. Non, mais c'est juste le fait que voilà, qu'on leur ait accordé ça avec autant. Tu sais, c'est pas juste un director's cut qui sort, on a remonté le film et tout. C'est en remettant du budget, en re-shootant et tout ça. Oui, tu as raison, mais bon, faut pas oublier aussi que si HBO Max a cédé, il y a eu la pression du mouvement, mais c'est aussi parce qu'ils y voyaient leur intérêt en espérant recruter des abonnements sur HBO Max. Donc c'est pas non plus une décision exactement de mécène. Et à plus forte raison dans un écosystème en fait qui est celui d'Internet. C'est-à-dire qu'à travers un hashtag, les mecs ils se sont rendus compte que Netflix fonctionne comme ça. Donc en fait ils peuvent se permettre de le balancer sur leur plateforme à eux, que ça va faire une offre d'appel, tu vois, etc. Donc le truc c'est que ce film il existe parce qu'il est censé rapporter de l'argent, même si ça peut paraître stupide, puisque en gros, si tu veux, Warner est censé déjà s'être fait de l'argent, même si apparemment ils sont pas suffisamment contents de ce qu'ils ont touché. Globalement, tu dis effectivement avec 300 de budget minimum, je suis d'accord avec toi, Julien, parce que les 600 millions de... 600 millions, c'est nul, hein. Bah oui, c'est nul, mais après quelque part ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes aussi, si tu veux, c'est eux qui ont saboté le film et tout. Non, moi ce que j'aimerais surtout dire en fait sur le film, c'est que t'as touché un peu du doigt l'humour, et en fait il y a aussi des problématiques de conceptualisation de scène pour moi, tu vois. Alors tu vois, par exemple, si tu veux, on reproche les ralentis, et comme tu l'as dit assez justement, Marie, tu vois, effectivement il y a un ralenti pour n'importe quoi, mais le truc c'est que c'est surtout la façon dont c'est fait. C'est-à-dire que t'as quand même la scène de présentation de Flash qui est littéralement hallucinante. En fait, j'arrive pas à comprendre où est l'humour à ce moment-là en fait dans cette scène, s'il y en a vraiment ou si c'est vraiment volontaire ou involontaire, parce que il te fait toute une scène de suspense. C'est une scène où Flash doit sauver une nana qui manque de se faire écraser par un camion, et il te fait toute une scène de suspense en fait autour mais qui dure, tu vois, sur un gars qui est en train de conduire un 6 tonnes là, tu vois, et qui fait tomber son burger sous la pédale de frein, et
Et tout ce qui est conceptualisé autour de cette scène, en fait, est débile, quoi. C'est-à-dire que il y a ça, il y a un stand de hot dog qui saute au ralenti, si tu veux, etc., etc. Et le seul payoff gag que j'arrive à comprendre, qui est construit comme un gag, en fait, là-dedans, c'est le moment où il prend la saucisse, où tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'il va faire avec cette saucisse? Et puis finalement, en fait, comme il allait se faire engager... Enfin, le payoff en fait de cette scène, c'est qu'il se faisait engager, il voulait se faire engager en fait dans une animalerie. Bah, il file la saucisse au chien parce qu'il va très très vite. Et en fait, la nana n'a pas eu le temps de voir ce qu'il avait fait, quoi. Mais tout le reste de la séquence, qui est censé être une séquence héroïque, qui est quand même censé être une séquence, si tu veux, qui place en fait, même si ça on le verra pas, enfin on le verra peut-être si ceci dit dans le film Flash, une histoire d'amour. En fait, c'est pas possible. En fait, comment? Enfin, ça, c'est sur le papier, la conceptualisation d'un truc comme ça, et c'est ridicule. Comme je vous ai dit, j'aime le film, visiblement, contrairement à vous, enfin, moi que je me sois trompé, mais j'aime pas tout dans le film. Et cette scène-là, par exemple, c'est une scène que je ne comprends pas non plus. En fait, je trouve qu'ils ont remplacé des mauvaises blagues dans le genre Dostoïevski ou ce genre de truc qui a disparu du cut de Snyder et de Whedon, et ils l'ont remplacé par d'autres mauvaises blagues que je comprends pas non plus. Mais je vais encore refaire une allusion à l'épisode sur Cherry, mais c'est un peu comme le plan depuis l'anus de Tom Holland. Tu vois, c'est des trucs, c'est dans le film, et moi, ça me sort du film et je comprends pas, quoi. Cette scène-là n'est pas... Enfin, la blague de Dostoïevski, justement, c'était juste une blague. Et ça a été totalement évacué, et pas remplacé par une blague, mais remplacé par Flash qui sauve le monde. Je veux dire au niveau de l'humour, en fait, on a enlevé certaines blagues ou des trucs qui étaient un peu nuls, genre les espèces de tensions sexuelles à 2 balles entre Wonder Woman et Batman, ou des trucs comme ça, mais on les a remplacés par d'autres trucs qui sont de mauvais goût aussi dans un autre genre, et en fait je me dis ok, c'est juste... Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, par exemple, une scène comme celle-là, en fait, c'est une scène de Zack Snyder. C'est-à-dire que pour moi, elle est filmée comme dans un film de Zack Snyder, si tu veux. Et le truc, c'est qu'il est censé présenter un perso j'ai l'impression qu'il a plus ou moins accepté, en fait, de mettre dans son univers. Tu vois ce que je veux dire? C'est le personnage de Flash, quoi. Tu vois? Et du coup, même si tu peux te dire qu'il est peut-être plus intéressé par Cyborg dans l'absolu, admettons, tu vois, je veux dire, il lui offre une scène d'ouverture, si tu veux, il lui offre une scène de présentation, parce que ce perso, il n'existait pas, en fait, avant dans cet univers. Non. Tu vois, littéralement. Il y avait une scène dans Batman v Superman, et beaucoup de gens n'ont pas vu que c'était lui. Voilà. Parce que c'est la célèbre scène qui va très très vite. Ouais. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que tu as tout ce truc-là, en fait, qui, moi, m'interpelle, parce que d'un seul coup, je me dis, c'est pas, en fait, la demande d'humour du studio, ça. Faut la faire, cette scène, en fait. Ça, c'est pas juste une blague au détour d'un truc où il se casse, tu vois ce que je veux dire? Comme le Dostoïevski qui a rajouté Whedon, tu vois. Quand tu dis que c'est une scène de Zack Snyder, honnêtement, moi, je ne sais pas. C'est juste que moi, à ce moment-là, je le reconnais pas, justement. Et moi, je me dis que là, il y a un mémo d'exécutif qui a demandé une blague. Parce que, mine de rien, moi, je reconnais la bêtise du mec. J'en suis pas sûr. Non, mais déjà, je suis pas sûr parce que, par exemple, tu vois, il y a typiquement une problématique de niveau, là, encore. C'est-à-dire que lui... Comme d'être 5 contre 1, c'est la même problématique. Non, c'est compliqué, bien sûr, pour toi, j'imagine bien. Mais tu vois... Je veux dire, ce qui est ouf, moi, c'est pas tant la saucisse, c'est le plan sur le burger du mec en contre-plongée. Mais toute la scène. Parce que tout à coup, tu te dis, alors attends, là, il y a un sous-texte sur la bouffe. je cherchais ça. Alors que non, c'est juste de la pure maladresse parce que le mec ne sait pas gérer, comment dire, ce que signifie un plan, quelle est sa puissance, en fait. Mais c'est quelle est son évocation. Voilà. Pardon, vas-y. Attends, je finis juste un truc, Yann, et après je te laisse la parole. Et il y a un autre truc aussi, c'est, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure sur l'exhumation du corps de Clark Kent, qui est, là, je me suis dit, putain, ce qui est dingue, c'est que ce mec-là, que je n'aime pas habituellement, même là, je le trouve en petite forme, parce que pour moi, c'est une copie de ce que Singer, je suis désolé, je cite Bryan Singer par la deuxième fois de ce podcast, mais ce que Bryan Singer, il a fait dans les 2 derniers X-Men avec Quicksilver. Et tu te dis, putain, moi, je suis cinéaste, je suis en concurrence avec le même type de super-héros, enfin, en tout cas, au niveau de ses pouvoirs. Je vais pas refaire le même truc, qui est basiquement ça. C'est-à-dire que je lui fais faire des actions en rapidité, certaines qui te semblent complètement absurdes, d'autres que tu comprends, en fait, que tu perçois dans l'immédiateté. Et in fine, le payoff, c'est de comprendre ce que le mec était en train de faire quand voilà, parce qu'il réfléchit aussi très vite, qu'il agit très vite, etc. Je sais pas si j'étais très clair là. Pas très. Je vois pas quand tu fais référence. Mais en fait, tu vois, dans Quicksilver, c'était ça. C'est-à-dire que les 2 scènes de Quicksilver, c'est que tu le voyais dévier une balle, donc tu te disais, ah oui, ok, il dévie la balle pour pas tuer le professeur Xavier, mais tu le voyais aussi prendre un plat et mettre un truc, et après tu comprenais le truc. Je comprends mieux ce que tu veux dire, mais ça, effectivement, c'est juste la scène d'introduction dont tu parles, c'est pas les autres scènes. Non, mais bien sûr, mais là ça fonctionne comme ça et tout, et je me suis dit, putain, il est en petite forme, Zack Snyder, pour en être là. Je me dis, là, pour moi, c'est le problème que vous évoquez sur cette scène. Moi, je le vois sur tout le film, donc je comprends cette logique du payoff. Moi, je l'appellerais la différence entre si tu veux, la compréhension de ce qu'on filme et de ce que c'est censé produire. Moi, c'est ça qui me pose problème. On peut faire tous les plus beaux plans du monde d'affilée,
Si on les considère beaux, et là, je ne vais pas rentrer dans une discussion sur le beau et le laid, et la plupart d'entre nous trouvons ça très moche, mais on peut trouver ça beau, mais c'est surtout le sens que ça a. Moi, je suis désolé, je suis peut-être old school là-dessus, je suis peut-être vieux jeu, mais j'ai besoin qu'un plan me produise un sens. Un plan ne doit pas être gratuit, il est pas là que pour faire de la pause et que pour faire joli. Quand on me fait 3 scènes d'affilée, je le répète, parce que moi, ça c'est un truc qui m'a choqué, mais ce que je vais appeler entre guillemets des scènes musicales, je veux dire, tu les vois, ces scènes où tout d'un coup, t'as une espèce de chanson over mélodramatique sur des ralentis over mélodramatique. Bon, tu vas me dire, oh, mais il y en a d'autres qui le font, sauf que quand Jackson il le fait dans Le Seigneur des Anneaux, la scène elle a un sens. Il y a une raison à ce chant-là. Il y a une raison pour laquelle je fais chanter un personnage, je crée une scène qui me crée un contraste entre ce que je suis en train de faire, le sens de la scène, ce qu'elle va produire. Là, moi, j'ai quasiment 3 scènes d'affilée où je suis en train de me dire pourquoi pendant 5 minutes il me fout un morceau mélodramatique, c'est-à-dire l'effet ne produit rien, en fait, il ne produit aucun sens. Et moi, tout le film, je suis dans cette problématique-là, parce que on peut même parler tout simplement intrigue et narration. Tout est littéralement montré au premier degré et répété en dialogue au premier degré. C'est-à-dire, il y a le mec avec la boîte, il y a une scène, je ne sais même plus laquelle, où ils arrivent dans un labo, où ils sont les 4, et tu sens que le scénariste est là, merde, il faut expliquer ce qu'ils vont faire. Et alors, ils expliquent pendant 5 minutes, avant que tu aies la classique phrase du mec qui dit « Mais pourquoi tu dis ça ? Nous le savons tous déjà très très bien. » Ouais, mais j'ai passé 5 minutes à te l'expliquer. C'est de l'analphabète. Pour moi, c'est analphabète. C'est vraiment du truc... C'est presque à certains moments du Brett Ratner. On en parlait tout à l'heure. C'est littéralement... les choses sont... Il est désespéré, Ah non, mais... Je vous jure, moi, je l'ai en face. Le mec, il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Hein. Donc, Julien, là, il faut qu'on lui paye une bière. Il faut faire un truc. Oui, il va pas bien, là. Mais bon, bah, voilà. Enfin, grosso modo, c'est très bien, mais je veux bien le dire. Je finis mon truc. Donc, le problème de ça, c'est... Moi, je veux bien que ça serve à rien. Mais alors... ça sert à rien, tu fais du popcorn, quoi. Michael Bay, Attends, Michael Bay, non, je veux pas attendre. T'attaques tout le temps, je peux jamais répondre. Je te laisse répondre. Oh, je vais pas parler beaucoup. Je vais pas parler beaucoup, merde. Michael Bay peut te faire du grand n'importe quoi en montage des fois et en plan, mais il y a toujours la production d'un truc où tu te dis c'est tellement débile que je vais me marrer. Là, ça se prend en plus au sérieux, donc c'est terrible, quoi. Vu le temps, vu l'heure qu'il est. Ah, c'est déjà longtemps Ça fait déjà un petit moment qu'on parle, donc je vais laisser le dernier mot à Julien, c'est lui qui a ouvert, c'est lui qui va terminer. C'est gentil, merci. En fait, histoire qu'on finisse sur un moment de paix, parce que nous n'avons pas été excessivement d'accord, je vais être d'accord avec Yannick. Il y a un truc sur lequel je vais être d'accord avec Yannick, c'est que j'aime beaucoup le film, contrairement à lui, mais je pense que le film ne sera jamais aussi intéressant que l'histoire qu'il y a derrière. Parce que c'est vraiment, on n'a malheureusement pas eu le temps de développer assez, mais c'est vrai qu'on a déjà beaucoup parlé, de ce qui s'est passé derrière la caméra, de l'ingérence des producteurs, de se servir de la mort de l'enfant de quelqu'un pour le pousser vers la sortie, d'engager des producteurs qui viennent vérifier les plans tous les jours d'un cinéaste, alors que l'un des producteurs, c'est Geoff Johns, c'est un dessinateur de comics, c'est pas un cinéaste. Pourquoi il serait en train de contrôler des plans ? Parce qu'il l'a toujours fait sur tous les films DC, que c'est un des gros problèmes des films DC, ce mec. Enfin bon, c'est son plus gros track record d'avant, c'était donc Green Lantern pour le film. Donc ils se sont dit, on va lui faire confiance, tu vois. Ok. Non, en tout cas, voilà. Ils sont censés lui faire confiance parce qu'il fait justement partie de l'écurie d'ici. Mais en fait, c'est une logique en fait de soutenir. Est-ce que ça va être transposé de manière fidèle de la page à l'écran. Après, enfin, c'est parce qu'il a fait. Qu'il sache pas, sache pas faire ce travail-là, je dis pas, tu vois, mais c'est tout ça pour dire, voilà. En tout cas, si c'est un film qui vous intéresse parce que vous le trouvez nul, comme si c'est un film qui vous intéresse parce que vous le trouvez passionnant, essayez de vous renseigner, parce qu'on trouve plein d'articles en ligne, on trouve plein d'analyses qui expliquent comment ce film s'est passé, parce que c'est vraiment passionnant et il y aurait un documentaire en béton armé à faire dessus. C'est vrai. Ouais, enfin, s'il le laisse faire, quoi. Moi, j'aimerais bien savoir si Clémence, elle a pleuré au film. Non, j'ai pas pleuré, mais j'ai pas dormi non plus. Ah. Et je l'ai regardé en une fois. Ah. Je ne vous demanderai pas si ce film, on va le voir ou pas. Je laisserai les auditeurs se faire leur propre avis. Évidemment. Si jamais ils ne l'ont pas vu et qu'ils ont envie de le voir malgré tout, le film est disponible en VOD depuis le 18 mars. À noter aussi que pour les fans, les très très fans, la version Black and White est sortie sur HBO Max. Alors HBO Max n'est pas encore dispo en France. C'est une blague, il y a une version noir et blanc. Ouais.
Mais blague. Non, c'est vrai. Il va repartir, le laisse pas faire. C'est pour enlever encore plus de fun. Pour couper les micros. D'ailleurs, le titre s'appelle Justice is Grey. Et non mais c'est pas possible quoi. Non mais à ce degré-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi j'abandonne, j'arrête, je ne regarde plus. J'arrête le cinéma. Reste là, il y a des crevières. C'est théâtral quoi. Allez, en tout cas, le film est dispo en VOD. Et vous en pensez quoi? Est-ce que chez vous aussi, ça a débouché sur de grands débats? Est-ce que vous voulez nous en parler? Un petit mot, une petite phrase, dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. On le diffusera dans l'émission de la semaine prochaine, en même temps que votre avis sur Cherry. Ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Yannick, Julien et Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci Clément. Merci Clément. Bonsoir. Pour ne pas rater les prochains épisodes, pensez à vous abonner. Et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. D'habitude, on est un petit peu plus court que ça. C'était un épisode spécial, je le rappelle. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez-nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux et plus on pourra travailler sur de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans un peu moins d'une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain.